L'instinct maternel est-il un mythe? Défini comme une capacité innée et naturelle des mères à prendre soin de leur bébé et à savoir comment s'occuper de leurs enfants, nombreux sont les experts pour qui cela n'existe pas, du moins pas comme on l'imagine. Comme s'il était acté que pour s'épanouir, une femme devait forcément devenir mère, depuis que le monde est monde, l'idée selon laquelle les femmes ont par nature envie de faire des enfants chemine dans notre société. Docteur en psychologie de la santé, Corinne Antoine nous explique que contrairement aux idées reçues, elle estime que s'il existe, il n'est pas inné et qu'il y a aussi une part d'acquis. Elle dit, je cite, « C'est quelque chose qui se construit depuis l'enfance, notamment avec ce que l'on observe de nos propres parents et qui va se transmettre. Il va aussi se développer au contact de son propre enfant, en l'observant, en regardant comment il réagit à certaines choses et en découvrant ses goûts. Pour certaines femmes, cela va se développer dès la grossesse, comme si le lien était déjà là. En parlant à leur ventre, elles vont tout de suite créer la relation avec l'enfant, tandis que pour d'autres, cela va se construire, s'enrichir au fur et à mesure du temps, grâce au lien et à l'attachement à l'enfant. Cet attachement va se développer grâce aux hormones, mais aussi au contact de l'enfant. Quand ce lien ne se développe pas, alors il y a un problème beaucoup plus profond. Dans Masculin Féminin 1, La pensée de la différence, aux éditions Odile Jacob, Françoise Héritier, anthropologue, explique également qu'il diffère chez chacune. Le désir maternel est lié à son passé, à sa relation avec son père ou avec son partenaire actuel. Quant à la future maman, elle serait avant tout influencée par son inconscient, son histoire de fille, l'histoire de sa mère et celle des femmes de sa famille. Selon cet ouvrage, il n'y aurait donc rien d'instinctif dans le désir d'enfant. Ce serait une maturation psychique propre à chacune. C'est peut-être ce qui va se vérifier dans le témoignage choc de notre 4e Gaïndé. Nous l'avons intitulé « Instinct maternel, les doléances d'une Gaïndé ». Âme sensible, s'abstenir. La caravane passe, les lionnes rugissent. Bienvenue dans le 4e épisode du podcast des Gaïndé Girls. N'imitant rien ni personne, c'est le rugissement des lionnes. Je suis issue de ce qu'on appelle une famille nombreuse. J'ai 4 frères, dont 3 grands, et 3 sœurs, dont une petite. Je suis donc le 5e enfant de ma mère et sa 2e fille. Aujourd'hui, je vais sur mes 37 ans. J'ai vécu à Creil un certain temps et c'est particulièrement touché par un des précédents témoignages que j'ai souhaité vous livrer le mien. Je suis venue au monde après que ma mère ait subi une césarienne. Elle ne m'a vue et ne m'a portée qu'une semaine après ma naissance. Je suis Marie et voici mon histoire. Ma mère est une femme très agressive, tant physiquement que moralement. Elle a mis mes frères sur un piédestal. Ma sœur aînée et moi étions leurs boniches. On devait ranger leur chambre, leurs vêtements, faire à manger tandis qu'eux ne touchaient absolument à rien. Ma grande sœur était celle dont le caractère se rapprochait le plus de ma mère, donc elle lui tenait toujours tête. Et la dernière était son chouchou. Elle faisait beaucoup de différences, certaines sont même ancrées au plus profond de mon être. Comme cet été-là, alors que je venais d'avoir 10 ans, on part en vacances au pays et on va même jusqu'au village. Un jour, alors que je suis avec un de mes grands frères et ma petite sœur, une tante vient nous chercher uniquement toutes les deux et nous amène pas loin du puits. J'aperçois 2 dames très costauds, une qui nettoyait un genre de tissu au tapis et l'autre qui habillait une petite fille de mon âge, je pense, avec un pagne sombre et qui semblait la féliciter. Dans le fond de tout ça, j'entends les hurlements d'une autre petite fille. J'ai compris après qu'il y avait 2 autres femmes. Je me souviens qu'on s'est prises dans les bras et la tante nous a demandé de nous taire et de nous asseoir. On pleurait quand au loin je vois ma mère arriver en courant. Je me rappelle, j'étais tellement heureuse. Ma mère est venue me sauver, me disais-je dans ma tête, alors que je ne savais pas ce qui se passait réellement. Elle se dispute avec ma tante en sa langue, elle lui crie dessus, puis elle prend ma sœur avec elle et part. Les larmes lourdes et débordantes, je l'appelle plusieurs fois, mais pas une fois elle ne s'est retournée. Désormais seule, c'était à mon tour, et là j'ai compris l'horreur qui m'attendait. Elles m'ont déshabillée. La dame me dit qu'il faut retirer ce qu'il y a d'impur en moi, sinon je vais jouer avec les garçons avant le mariage. Ça va te faire un peu mal, après tu seras une grande fille. L'une m'a attrapé les 2 jambes, l'autre m'a fait très mal. Il y a eu beaucoup de sang et un bout de peau. C'est bien plus tard en tombant sur des reportages que j'ai compris que j'avais été excisée ce jour-là.
et que le bout de peau par terre était mon clitoris. J'ai fait des recherches après. En fait, elle avait sauvé ma petite sœur de cette mutilation, mais pas moi. 2 événements me font encore froid dans le dos aujourd'hui quand j'y pense. Autour de mes 16 ans, il était presque 20 heures. Je suis réveillée avec une gifle, en sursaut, frappée et traînée dans la salle de bain, dénudée et jetée sous l'eau froide, puis fouettée à coups de ceinture, effondrée dans mes cris désespérés. Mon tort, ma mère m'avait appelé à la sortie des cours pour me dire de faire à manger à mon retour à la maison. Seulement, je me suis endormie. Quand elle est rentrée du travail, elle a vu que rien n'avait été fait. Tout le monde m'a entendu crier, mais personne n'est venu m'aider. Le deuxième s'est passé peu de temps après le premier. Il y avait de la famille à la maison. Une tante me fait remarquer que mon vêtement est transparent et qu'on voit ma culotte à travers. J'ai vu dans le regard de ma mère à ce moment-là que cela l'avait fortement contrariée. Quand ils sont partis, en début de soirée, elle me fait venir dans sa chambre et ferme la porte à clé. Elle me demande si je suis vierge, ce à quoi je réponds oui. Dès lors, elle se met à crier que je suis une menteuse et me demande qui est-ce que je veux séduire. Elle me traite de tous les noms, m'écarte les jambes pour me mettre du piment dans le vagin. J'ai hurlé tellement c'était douloureux et elle m'a dit « Si jamais l'idée te passe par la tête de recommencer, je te mettrai un balai. » Elle est mauvaise. C'est ma mère, mais elle est méchante. Elle me disait toujours que j'étais bonne à rien et qu'aucun homme ne voudrait de moi, que si un jour je réussis à me marier, ça serait avec un handicapé ou un aveugle. Quant à mon père, il a peur de ma mère. Il est gentil mais il ne se mouille jamais. À croire qu'il a été envoûté tant il ferme les yeux sur tout. Avec les frères, on ne s'est jamais calculé plus que ça. C'était cordial. Ma sœur aînée aimait bien me frapper pour rien, et la petite dernière ne faisait que de mentir sur moi. J'ai grandi ainsi, tant bien que mal, et désigné comme étant le vilain petit canard de la famille. À mes 23 ans, je fais la rencontre de mon futur mari. On était tous les deux en Île-de-France. Je lui dis tout de mon enfance et de mon excision. Il me parle d'une opération qui existe pour ça. Il avait compris que la maternité et moi, ça faisait 2. Mais il me rassurait en disant que lorsque j'aurai mon propre enfant, je serai forcément une bonne mère. Au fond de moi, je savais que c'était impossible. Bref, 4 ans après notre première rencontre, nous décidons de nous marier. Quand je le présente à ma famille, ma mère avait déjà trouvé qu'il était trop beau pour moi. Elle m'a demandé s'il avait toute sa tête. Elle l'a dit devant la belle famille, en souriant, mais lui avait prévenu ses parents de la relation que j'avais avec ma mère pour qu'ils ne soient pas choqués de toutes ces piques. Elle m'a dénigrée au possible. Depuis ce matin, elle est debout pour faire le ménage et la cuisine alors que d'habitude elle ne faut rien. J'avais préparé un riz au poisson, elle l'a critiqué et leur a dit dommage que ma petite sœur était fatiguée, sinon ils auraient très bien mangé. Ce à quoi ma belle-mère a répondu n'avoir jamais mangé un si bon plat. À la fin du repas, on discute sur l'organisation du mariage et ma mère coupe la parole à mon père. Selon elle, il faut faire le mariage rapidement, pourquoi pas la semaine prochaine, et que je parte aussitôt chez mon mari. Elle n'a pas voulu faire de fête. Personne n'a parlé tellement c'était gênant. Quand je les ai raccompagnés en bas, ma belle-mère m'a demandé qu'est-ce qui se passe réellement avec ta mère. J'ai dit ça a toujours été comme ça depuis toute petite. Peut-être était-ce dû aux conditions de mon accouchement, je n'en sais trop rien. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit si tu as besoin de parler, je suis ta maman. Elle a rajouté si tu souhaites un grand mariage, je vais te le faire. Et j'ai dit non, juste un petit mariage, simple. Elle m'a fait des bénédictions et elle est partie. Quand je suis remontée, ma mère m'a demandé s'il avait des papiers. J'ai dit oui, tu vois bien qu'il est né ici, qu'il n'a pas d'accent. Elle me dit c'est pas normal qu'il soit amoureux de toi, il est trop classe. S'il avait choisi ta petite sœur, j'aurais compris, mais toi je ne comprends pas. Avec un sourire, j'ai dit merci maman. À mon mariage, je n'ai pas eu le truc traditionnel, on a juste fait le religieux, et quand les gens lui ont demandé pourquoi le mariage avait été fait comme ça, elle a prétexté que je m'étais mariée seule et sans l'accord de la famille. C'est une cousine qui me l'a rapporté plus tard. Alors que pour mes 2 sœurs, elle avait mis le paquet, mais bon, c'est vrai que je voulais un mariage simple, j'attendais quand même un minimum que je n'ai pas eu. On s'est installé dans l'Oise, pas très loin de Creil, que je connaissais déjà pour y avoir vécu. Ma mère est venue voir l'appartement avec ma petite sœur. Mon mari et sa famille avaient fait un magnifique appartement. Ma belle-mère avait dit à mon mari que la vie que je mérite doit commencer. Elle voulait que je ne manque de rien. J'étais moi-même éblouie par l'appartement. Ma mère a dit à mon mari « Tu te fatigues, tu as épousé une fille très sale, elle va tout dégueulasser. » Mon mari lui a alors répondu « Avec tout le respect que je vous dois, je vous interdis de parler ainsi de ma femme. Sinon vous sortez. Et c'est la dernière fois. Elle est ici chez elle. » Elle a été vexée et 10 minutes environ après, elles sont parties. Après notre union, mon mari m'avait dit qu'1 an plus tard, nous ferions un enfant. Je lui ai toujours dit non. Nous nous sommes régulièrement disputés à ce sujet. Quant aux relations sexuelles, je n'aime pas ça. Je ne sais pas si c'est dû à mon excision, mais j'ai du mal. 4 mois après le mariage, je tombe enceinte. Je n'étais pas bien. J'avorte sans rien dire. 6 mois après l'avortement, je retombe enceinte
et je fais la même chose sans aucun regret. Puis je décide de me faire poser un stérilet sans rien en dire à mon mari, car nous approchions de notre premier anniversaire de mariage. Il a remis le sujet sur le tapis. Nous nous sommes encore disputés, et cette fois il m'a dit « Soit nous faisons un enfant, soit nous divorçons. » J'ai peur, car j'aime tellement mon mari. Il me comprend et il m'aime sincèrement. C'est un homme bon, je ne veux pas le perdre. Je lui dis d'accord, mais il ne sait pas que j'avais fait poser un stérilet, et je ne l'ai pas enlevé. 2 ou 3 mois plus tard, il me dit de prendre rendez-vous avec une gynécologue pour comprendre pourquoi je ne tombais pas enceinte. En sortant du travail, je me rends seule à ce rendez-vous que j'avais pris pour faire retirer le stérilet. À mon arrivée, je dis tout de suite la vérité à la gynéco sur la situation. Je suis en pleurs. Elle me dit de ne pas me forcer à être mère. Mon mari ne doit pas me faire ce chantage affectif. Elle me conseille plutôt de consulter un professionnel. Je demande s'il est possible de se faire ligaturer les trompes, mais elle m'a expliqué que j'étais beaucoup trop jeune pour ça, que cette solution existe sous certaines conditions, mais pas dans mon cas précis. Elle insiste vivement sur la nécessité de consulter un psychologue. Elle me redemande si je suis sûre de vouloir retirer le stérilet, et je dis oui. En rentrant de ma consultation, je rassure mon mari, je lui dis qu'il n'y a rien de grave. Si je ne tombe pas enceinte, c'est dû au stress. La semaine qui a suivi, j'ai eu des saignements 1 semaine durant à cause du retrait du stérilet. Mon mari était très attentionné. Pour que je me détende, il nous organise des week-ends ici et là. Je tombe enceinte même pas 3 mois après, et comme d'habitude, je me suis dit que j'allais avorter. Malheureusement, j'ai un malaise au travail. Je suis emmenée aux urgences. Mon responsable prévient mon époux qui vient à l'hôpital. On me fait des analyses, on me demande si je suis enceinte avant de faire une radio, car en faisant mon malaise, je suis tombée sur l'épaule. J'ai dit non, puis la prise de sang est arrivée, avec une suspicion de grossesse. Mon mari a les larmes aux yeux. Puis on va me faire une échographie, et voilà, le verdict tombe. Je suis bel et bien enceinte. Mon mari était tellement heureux qu'il était dans l'exagération. Je ne devais plus faire à manger ni faire le ménage. Quand je me lavais, il venait avec moi pour me faire monter dans la baignoire. Il voulait que je me mette en arrêt, mais j'ai refusé. Il m'appelait à chaque fois quand j'étais au boulot, ça en devenait étouffant. Quand on fait l'échographie pour découvrir le sexe du bébé, je ne regarde même pas l'écran, mais plutôt le plafond. C'est un garçon, j'entends. Et c'est là que mon mari a réalisé que je n'avais pas changé d'opinion. L'échographe, très gentilhomme, me dit « Vous savez, le premier enfant peut être effrayant pour une maman. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous allez le surmonter avec cet enfant. Courage. » Et on est parti. Dehors, ça m'a fait pleurer. Mon mari m'a prise dans ses bras pensant que l'instinct maternel avait surgi en moi et il se met à pleurer aussi. Les paroles du médecin étaient gentilles, c'est vrai, mais il m'a juste fait réaliser que je ne veux pas être mère. Devant les gens, je ne disais pas le fond de ma pensée et je ne parlais pas de ma grossesse. Je répondais uniquement quand on me posait des questions. Les mois passent, j'arrive à mon congé maternité, mes collègues me font un pot de départ avec plein de cadeaux pour le petit. C'était gentil de leur part. Pendant ma grossesse, ma mère ne faisait que de me critiquer. « Tu es grosse, ton enfant sera moche. » J'ai fini mon congé maternité à la maison tranquillement. Mon mari avait négocié quelques jours de télétravail par semaine jusqu'à ce que l'accouchement arrive. Donc il était là. Je n'ai rien acheté ni préparé pour ce bébé. Je ne caresse jamais mon ventre. Je ne parle pas au bébé. D'ailleurs, il ne réagissait pas quand on était seul. Comme s'il sentait que je ne l'aimais pas. Par contre, dès que mon mari rentre ou pose sa main sur mon ventre, il met des coups. C'est juste incroyable. Ça me fait de la peine pour ce pauvre être, car il n'a pas demandé à venir au monde. Mais au moins je sais qu'il aura un merveilleux papa. Un dimanche après-midi, je perds les os. Mon mari était sorti faire un foot juste à côté. Je suis restée comme ça au fond de moi. Je ne voulais pas que le bébé sorte. J'ai regardé sur le net ce qui se passe s'il ne sort pas. Comment faire des tours de cordon autour du bébé. J'avais tellement mal à chaque contraction, je mettais un coup dans le ventre pour qu'il parte. Tout ça s'est passé en même pas 1 heure, puis mon mari rentre plus vite que prévu. Il dit ne pas être tranquille et puis il me voit plier. J'ai fait genre de prendre mon téléphone, il vient en courant. Je lui dis j'allais t'appeler, j'ai perdu les os. J'ai mal au ventre, il m'emmène à l'hôpital. J'étais déjà à 2 doigts quand on arrive. Ma mère et une de mes sœurs arrivent puis me disent de refuser la péridurale, car ça allait retarder l'accouchement. Et au moins je souffrirais une bonne fois. J'ai dit non, je n'ai pas envie de souffrir. Elle continue de parler, je demande à l'infirmière qui arrive de les faire sortir à ce moment-là. Elles sont parties. On me met la péridurale, on me pose des questions sur la grossesse, auxquelles je suis incapable de répondre. C'est mon mari qui répondait à toutes les questions. À tel point que la sage-femme me dit « C'est monsieur qui aurait dû porter l'enfant ». J'ai dit oui si c'était possible, c'est lui qui serait tombé enceinte. À 21h02, j'accouche. Je l'entends pleurer. Elle le pose sur moi, j'ai hurlé « Retirez-le ». Les autres autour disent « Nettoie-le avant ». Mais ce n'était pas ça. J'avais pas envie de le porter. J'ai dit « Je suis fatiguée ». Et le petit a poussé un cri de ouf en même temps que moi, c'était fort. Puis c'est mon mari qui l'a porté sur son torse. L'enfant s'est calmé, c'était mignon.
Mon mari me le présente, je lui tiens sa petite main. Il avait la même tête que son père, il était trop beau, mais je ne ressentais rien pour lui. J'ai pleuré et mon mari s'est dit ça y est, l'instinct est là. Je lui ai dit écoute, ce n'est pas ça, je ne ressens rien, je ne l'aime pas. Mon mari me dit alors que je suis sans cœur. Il a regardé l'enfant en disant comment tu peux ne pas aimer ta chair et ton sang. Je ne l'aime pas, c'est comme ça. Je demande à sortir de l'hôpital, ils me disent non, c'est pas possible avec l'anesthésie. Le bébé ne peut pas sortir avant quelques jours. Quitte à ce qu'il reste là, moi, j'avais besoin de sortir. J'ai mis un enfant au monde, mais que Dieu me pardonne, je ne l'aime pas. J'ai beau l'avoir porté 9 mois, jamais je ne me suis sentie comme sa mère. La nuit, il pleurait, il fallait le prendre, lui donner le biberon. Je l'ai porté pour la première fois et là encore, je n'ai rien ressenti. Absolument rien. Quand le lendemain, on me dit de laver le bébé et que l'auxiliaire veut me montrer comment m'y prendre, je refuse de peur de le faire tomber. On attend alors mon mari qui le lave, l'habille. Ma famille et sa famille viennent. Ça parle de baptême, dans ma tête, c'était n'importe quoi. Le lendemain, je redemande à sortir et on me dit qu'il faut signer une décharge, que le bébé doit rester 3 jours car il avait eu la jaunisse. J'appelle mon mari, il ouvre la porte. Je lui dis c'est bon, je sors. Il me dit et ton fils? Je dis il reste là et tu passeras le voir. Mon mari avait du dégoût pour moi. Je pense qu'il était persuadé que j'aurais changé une fois que j'aurais accouché. Et le fait de m'entendre dire que je n'aime pas son enfant, c'était trop pour lui. En partant, l'infirmière va le voir et lui demande est-ce que madame aurait besoin d'un suivi psy. Il répond non, ne vous inquiétez pas, c'est une personne qui, quand une nouvelle chose arrive, a besoin de fuir, mais une fois à la maison, ça ira mieux. J'arrive chez moi, mon mari avait préparé la chambre du petit et mis un tout petit lit de son côté dans notre chambre. Quand je l'appelle pour comprendre, il me raccroche au nez. Je me lave, je vois que les affaires du petit étaient omniprésentes dans l'appartement. Les gens viennent à l'hôpital et trouvent mon mari seul qui invente l'excuse que c'est dû à la jaunisse du petit, que je suis chez moi et que la sage-femme passe à la maison. Les gens me visitent, nous félicitent. Mon mari demande un baptême simple, car son fils, en plus de la jaunisse, avait chopé une infection mais rien de grave. Il devait rester 2 jours de plus. J'étais forcée à aller à l'hôpital avec lui pour ne pas éveiller les soupçons. Et avant que le petit n'arrive à la maison, il me dit qu'il veut divorcer. Je lui dis « Tu es sérieux ?» Il me dit « Oui. Je n'ai pas envie d'entendre que tu as tué mon fils. Je ne veux pas que tu t'approches de lui. » Je suis partie 1 mois après sa naissance. 2 mois plus tard, un oncle à mon mari a appelé mon père pour dire qu'il y avait des problèmes entre nous et que son neveu veut divorcer. Les 2 familles se sont alors réunies chez nous. Quand j'arrive, je vois que mon mari est en plein déménagement pour retourner vivre en banlieue. Alors il demande c'est quoi le problème. Mon mari a dit à mon oncle, comme je t'ai dit, on ne s'entend plus, on s'est mis d'accord pour mettre fin à ce mariage. Ma mère lui répond directement, je t'avais dit qu'elle était mauvaise et maudite. Explique-nous, j'en suis sûre que c'est de sa faute. Puis les parents parlaient en expliquant que ce n'est pas un motif. Ils demandaient où est-ce que j'allais bien pouvoir aller. Ça faisait même pas 3 mois que j'avais accouché. En fait, mon mari n'avait rien dit à sa famille ni à personne de mon départ 2 mois auparavant. Et puis à un moment, j'ai craqué. J'ai dit le problème c'est moi, je ne veux pas être mère. Mon mari a baissé la tête. Tout le monde était choqué. Et la première qui parle et m'insulte, c'est ma mère. Pour la première fois de ma vie, je lui ai dit « Tais-toi, ferme ta gueule. Que Dieu me pardonne, mais ça m'a fait un bien fou. Si c'est pour être comme toi, je ne veux pas être mère. » Elle s'est mise à hurler et à pleurer, genre « Je t'ai fait quoi? Je t'ai tout donné, etc. » On s'est embrouillé. Les gens après m'ont embrouillé à leur tour en disant que ce ne sont pas des choses de chez nous. Ni dans notre communauté, ni dans notre religion, de telles choses ne sauraient être acceptables. Je ne dois pas dire ça. Ma belle-mère me dit « Si tu fais ça, tu prouves que ta mère et toi êtes pareils. » Les 2 se mettent alors à s'embrouiller. L'oncle et mon père essayent de calmer les choses. C'était de la folie ce jour-là. Quand ça se calme, mon père me dit « Si tu fais ça, je te renie. » J'ai dit « Je ne veux pas de l'enfant. » Et mon mari a prononcé le divorce. Depuis mon divorce, je n'ai plus eu de nouvelles de mes parents, de ma famille ni de mon ex-belle-famille. À l'anniversaire des 1 an du petit, j'avais appelé son père car j'avais envie d'avoir des nouvelles mais sans pour autant le voir. Son père m'a raccroché au nez et il m'a envoyé un message en me demandant de ne plus jamais l'appeler car il avait désormais une maman. Je n'ai jamais répondu et je préfère laisser les choses comme ça. J'ai des photos de lui que m'envoie mon ami et voilà. Je sais qu'il appelle sa belle-mère maman, qu'il a d'autres frères et sœurs et je suis contente pour lui. Je la remercie de s'occuper de mon fils comme il se doit car je n'aurais pas pu. S'il a des questions plus grandes, je lui expliquerai que c'était pour son bien et son avenir. Dans mon fort intérieur, je sais que je n'aurais pas réussi à assumer mon rôle de mère. Je reste persuadée qu'il aurait été en danger avec moi, car je sens que j'ai hérité de la méchanceté de ma mère, que ces violences, je les aurais reproduites. Ce que je vais dire est peut-être choquant, mais je pense avoir sauvé mon fils en l'abandonnant. Aujourd'hui, je vis à l'étranger. Personne ne m'aime.
Mon conjoint, qui a presque le double de mon âge, connaît mon histoire et n'est à mes côtés que par compassion. Mais il n'est pas amoureux, j'en suis sûre. Il vivait déjà seul. Il ne veut pas d'enfant et n'a aucune famille. Comme moi maintenant. Le fait d'avoir parlé de ça avec vous m'a fait réaliser que je suis totalement détruite. Je pèse 110 kilos, je suis en dépression et j'ai déjà fait 4 tentatives de suicide. Si j'avais un conseil à donner, c'est prenez le risque de perdre l'amour de votre vie si vous ne souhaitez pas devenir mère. Moi, j'ai eu peur de perdre mon mari car c'est le seul homme qui m'ait jamais aimé, alors j'ai cédé. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas, car il m'a pris avec des cicatrices, il aurait dû les respecter. Le choix du conjoint, c'est important. Quand on voit qu'il y a des divergences sur un sujet aussi sensible, c'est dur à faire, mais il ne faut pas s'engager. Aujourd'hui, c'est moi la perdante. Je n'ai plus de mari, j'ai abandonné ma chair et mon sang. Aux mamans potentielles, s'il vous plaît, il n'est pas obligatoire d'être mère pour montrer que vous êtes capable d'enfanter. Si c'est pour être bien vu, pour la CAF ou pour garder un homme, par pitié, faites-vous ligaturer les trompes. Moi, je n'ai pas demandé à naître, ni à souffrir. Quand on fait des enfants, c'est un choix personnel et il faut l'assumer. On est beaucoup trop sur cette terre à souffrir parce qu'une femme irresponsable a voulu être mère pour les beaux yeux de la société. La maternité ne fait pas toujours rêver, et cela n'est pas un phénomène nouveau. Dans les années 70 déjà, Edith Vallée, psychologue féministe, avait recueilli le témoignage de femmes qui, comme elle, ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Elle réitère la même démarche dans les années 2000 et les réunit dans un seul et même livre qu'elle intitule « Pas d'enfants », dit-elle, les refus de la maternité. Il sera publié en 2005 aux éditions Imago. En partenariat avec l'IFOP, le magazine Elle a révélé dans un sondage exclusif publié le 28 septembre 2022 que 30% des Françaises entre 18 et 49 ans ne désirent pas d'enfants. Pendant longtemps, la femme prenait plus de place dans la parentalité que l'homme. Aujourd'hui, les papas peuvent plus facilement exprimer leur amour et se sentir plus en confiance avec leur enfant. On ne regarde plus ébahi un homme qui promène son enfant en poussette, change une couche ou va chercher son enfant à l'école. L'allongement du congé paternité, un meilleur partage des tâches familiales permettent notamment au père de prendre une place plus grande et de la revendiquer. La capacité de la mère à donner une place au père de l'enfant est aussi un facteur clé dans la construction de chaque être humain. Le père joue un rôle essentiel qu'il ne faut pas négliger. Il est primordial que celui-ci développe une relation avec son bébé. Aucune loi biologique ne donne naissance à l'instinct maternel, ni à l'instinct paternel. Aucun instinct ne s'exprime à l'état brut chez l'être humain. Le fait que les parents ne réagissent pas tous de la même façon à la venue au monde de leur enfant en est une belle démonstration. C'est ce qu'affirme formellement Catherine Duval, neurobiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Mais que ce soit un choix de carrière, économique, écologique ou pour raisons personnelles comme le cas de Marie, le choix de non-maternité demeure avant tout et dans toutes les situations un choix de liberté. Une fois qu'on a dit tout cela, une question me taraude. Tout le monde demande aux femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants quelles en sont les raisons. Mais personne ne demande jamais à celles qui souhaitent être mères pour quelles raisons veulent-elles le devenir. N'y a-t-il pas autant de mauvaises raisons de devenir mère qu'il y en aurait de bonnes de ne pas concevoir? Au final, tout est relatif. Lorsqu'une personne a subi des traumatismes dans l'enfance, le médecin traitant ainsi que les travailleurs sociaux peuvent vous orienter vers un psychologue clinicien habilité à réparer ses souffrances psychiques. La démarche de consulter un professionnel peut aussi se faire sans intermédiaire. La caravane passe, les lions rugissent. Rendez-vous au prochain épisode du podcast des Gains des Girls.